et on va passer à notre deuxième débat de la matinée sur le leadership. Ça va dans rediriger les rôles. Donc le débat s'appelle rediriger défis de leadership ou défis collectifs. Je vais tout de suite vous inviter à rejoindre AA Slide avec le code qui s'affiche derrière moi. Le code en régie, super. Munissez-vous de vos téléphones portables et scannez ce QR code. Si vous n'arrivez pas à rejoindre, vous rentrez le lien. Et je vais vous poser, comme d'habitude, une petite question pour introduire ce débat. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Oui. Eh bien, la question, c'est pour vous. À quoi reconnaît-on un grand patron au XXIe siècle? Attention, c'est une réponse à choix unique. Est-ce qu'il porte des Véjas? On salue Sébastien Kopp et qu'il a le rapport du Haut Conseil pour le climat sur sa table de chevet. Est-ce que le dirigeant du XXIe siècle, il voyage en business et ne parle qu'en millions d'euros? Est-ce qu'il aligne la performance économique de son entreprise avec l'intérêt commun? Il pivote son modèle d'affaires en intégrant les limites planétaires ou il ose un management inclusif qui valorise l'expertise de chacun? Vous avez 30 secondes pour voter à vos téléphones. « 10 secondes. Le temps est écoulé et donc il n'y avait pas de bonne réponse comme vous vous en doutez, mais la proposition qui emporte le plus de votes, c'est pivote son modèle d'affaires, c'était pilote à la base, son modèle d'affaires en intégrant les limites planétaires. Ce qui nous fait une formidable introduction pour nos intervenants qu'on accueille tout de suite. J'ai l'honneur, et applaudissez-les s'il vous plaît, d'accueillir David Jace, qui est essayiste et associé à Sen Partners. Monsieur Roland Lescure, vice-président de l'Assemblée nationale. Monsieur Roussava, président de Singa Global et fondateur de Welcome Account. Laura Chobard, qui est directrice de l'école polytechnique. Céline Brucker, directrice générale de L'Oréal. Et enfin, monsieur François Dubet, sociologue à l'Université de Bordeaux. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions, toujours avec le même QR code, en direct, que David prendra à la fin de chaque partie. Donc n'hésitez pas à participer et je reviens pour vous faire voter sur les propositions dans 55 minutes. David, la parole est à toi. Merci beaucoup, très heureux que vous soyez venus si nombreuses et si nombreux pour cette table ronde. Alors on va avoir la lourde tâche de vous maintenir éveillés et passionnés à l'heure de la pause méridienne, normalement un moment où l'attention fléchit un peu. Et je suis très heureux personnellement de pouvoir accueillir un si beau panel pour parler de questions de leadership. Donc le thème évidemment de la journée, c'est la redirection. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que le rôle d'une entreprise? Évidemment, créer de la valeur, mais dans un monde où il y a des dérèglements climatiques, où il y a des dérèglements sociaux, il y a des dérèglements géopolitiques, où il y a des dérèglements qui sont liés à toutes les crises que nous traversons, est-ce que l'entreprise ne doit pas accroître sa surface de jeu? Et évidemment, cette question, on peut l'aborder de différentes façons. On l'a beaucoup abordée quand les questions d'ESG se sont posées dans les années 2000 d'une manière un peu communicationnelle, c'est-à-dire qu'on a créé dans les entreprises des services qui étaient chargés de mettre en valeur les actions d'inclusion, les actions favorables à l'environnement que les entreprises mettaient en œuvre. Les choses se sont un peu précisées durant les années 2010, avec notamment cette réglementation sous l'impulsion de l'Europe. Je pense en particulier à la directive CSRD qui introduit des obligations de reporting extra-financier aux entreprises qui peuvent paraître un peu arides quand on est chargé de les mettre en œuvre, mais qui ont un mérite, c'est qu'elles sont mordantes et qu'elles transforment au fond le grand livre des entreprises, c'est-à-dire la façon dont on compte, la façon dont on travaille, etc. Mais au fond, et c'est ce qui a justifié cette table ronde, il nous semble qu'il y a un peu un angle mort,
c'est le leadership individuel comme le leadership collectif, c'est-à-dire quelle qualité, quelle compétence, quelle dynamique collective, quelle gouvernance faut-il pour réussir cette transformation majeure, majuscule, dont il est question depuis ce matin. Et donc pour ce faire, les différents intervenants vous ont été présentés. Je suis très heureux de vous passer la parole. J'aimerais bien que dans un premier temps, en fait, on parle un peu du leadership tel que vous l'imaginez, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'un dirigeant d'entreprise, quelle qualité on peut attendre de lui. Dans un deuxième temps, on parlera plutôt des compétences, de la formation initiale et continue, de notre système scolaire, de notre fabrique à dirigeants aussi, puisque en France, on a une tradition, Madame la directrice de l'école polytechnique, les dirigeants d'entreprise sont souvent passés par les grandes écoles. Est-ce que c'est encore un système qui fonctionne? On en parlera tout à l'heure. Et puis, on finira avec des choses sur la gouvernance, et puis on vous présentera un petit peu le travail qu'on a commencé à faire au sein du mouvement Impact France sur l'évolution de la gouvernance des entreprises, parce que, évidemment, le leadership individuel, ça compte, mais il faut aussi faire évoluer les pratiques et la gouvernance des entreprises globalement. Mais j'ai envie de commencer avec Céline Brucker. Vous êtes donc la directrice générale de L'Oréal France, et j'avais envie de vous demander, pour commencer, est-ce que vous pensez qu'il faut une nouvelle génération de leaders, de dirigeants dans les entreprises pour affronter ces questions qui sont quand même majeures et parfois même un peu intimidantes? Et si oui, quelles sont les qualités qu'on attend de ces leaders? Et vous pourriez d'ailleurs nous dire, vous, quand vous recrutez des dirigeants dans votre COMEX ou dans vos équipes dirigeantes, voilà, qu'est-ce que vous attendez de ces nouveaux dirigeants? Alors peut-être trois idées pour répondre à votre question. On se le partagera. Peut-être trois idées pour évoquer cette question du leadership. La première, autour d'un leadership qui, pour moi, plus que jamais, doit être collectif. Le deuxième sujet pour moi qui est clé, c'est vraiment la question de l'utilité, le sens, qui est plus que jamais important pour nos collaborateurs et qui, du coup, en tant que leader, doit absolument être au cœur. Et enfin, la capacité à transformer, et je pense que votre quiz, clairement, nous y invitait. Sur le premier point d'un leadership inclusif, moi je crois qu'il faut vraiment mettre fin au mythe du leader héros, qui aurait toutes les compétences et tout le savoir. Moi je crois qu'au contraire, il faut absolument reconnaître, admettre qu'individuellement on est imparfait, et moi la première. Et donc tout l'enjeu d'un bon leader, me semble-t-il, c'est d'assembler autour de lui un collectif extrêmement puissant, de gens très compétents, souvent plus compétents que lui sur un domaine particulier, pour faire face à une complexité qui, objectivement, est, voilà, on le voit bien tous les jours, est grandissante. Et donc, finalement, le rôle du leader, parce qu'il y en a bien un, c'est d'animer ce collectif autour d'une vision, d'un cadre, de priorités, et puis, évidemment, d'allouer les moyens. C'est finalement ça qu'on attend, nous, et puis, évidemment, de résoudre collectivement les problèmes. Le deuxième point, pour moi, qui me paraît clé, c'est la question de l'utilité, le sens. Moi, je crois que clairement, nos collaborateurs, plus que jamais, pour s'engager, et je le vois tous les jours dans nos équipes L'Oréal, qui ont un engagement très fort, ils veulent que leur job, venir au bureau tous les jours, ait du sens. Et peut-être juste deux exemples concrets de choses qui ont vraiment du sens pour eux. On a fait un partenariat avec Emmaüs, on a créé des espaces beauté solidaire avec Emmaüs, 4, 3 en région parisienne, 1 à Nantes, où les personnes éligibles au programme Emmaüs peuvent bénéficier de produits gratuits du groupe L'Oréal et de soins de socio-esthétique. Et ça, c'est probablement une des choses dont les gens sont le plus fiers chez L'Oréal. Et un autre exemple, on a une grande activité pharmaceutique, en fait. On a des produits vendus en pharmacie. Et on sait que le monde de la santé est en difficulté. Et c'est vrai que moi, je me sens vraiment investie de cette mission de contribuer à résoudre ce problème d'accès à la santé aux côtés de nos partenaires pharmaciens à travers les produits qu'on développe, parce qu'un tiers des Français ont un problème cutané et pour la moitié d'entre eux, ça leur crée des problèmes dépressifs. Et enfin, le sujet de la transformation. On est dans des moments où plus que jamais on doit porter la transformation et notre rôle de leader, c'est saisir ce qui commence. Ça, c'est une des grandes phrases de L'Oréal. Et c'est porter cette vision de transformation avec courage, détermination et permanence.
Là aussi, peut-être 2 exemples qui sont vraiment des exemples d'à propos et évidents, mais pour autant, il faut le faire. La transformation environnementale. On a ce programme L'Oréal pour le futur qu'on a déploie maintenant depuis plusieurs années avec des actions très concrètes. Il y a déjà 5 ans, on a passé tous nos flacons de douche et de shampoing en plastique recyclé. C'était d'ailleurs une demande très forte des collaborateurs. Tous nos sites, d'ici l'année prochaine, seront sourcés en énergie renouvelable. On est déjà à 97%. Voilà, donc c'est des engagements très forts, c'est une vision très forte qu'il faut porter tous les jours. Et puis évidemment, avec l'IA, c'est aussi veiller à ce que l'IA soit au cœur de l'entreprise, et en commençant par la formation. Et là, on a développé un L'Oréal GPT pour vraiment pouvoir donner accès à l'IA de façon sécurisée pour nos collaborateurs. Et on a déjà formé plus de 10 000 collaborateurs sur quelque chose quand même de très nouveau. Voilà, donc quelques petits exemples. Donc en résumé, le leadership pour moi, il est collectif, il est transformant et il est utile. Alors du coup, j'ai envie de me tourner vers Laura Chobard. Je précise, parce que vous êtes plutôt modeste, mais que vous êtes la première femme à diriger l'école polytechnique. Ce qu'on appelle la fabrique des élites. Voilà, on peut vous applaudir. Vous avez engagé un certain nombre de chantiers de transformation. Est-ce qu'aujourd'hui, la façon dont on sélectionne et dont on forme les ingénieurs à l'école polytechnique, ça permet de répondre aux attentes que fixait Céline Brucker, c'est-à-dire jouer plus collectif, être plus dans la coopération que dans la compétition, parce qu'on a souvent une représentation de notre système scolaire comme très compétitif, très élitiste. Est-ce que ça permet de fabriquer des leaders, des dirigeants utiles ? Et est-ce que ça permet de fabriquer des dirigeants soucieux des transformations, notamment environnementales ? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous d'abord. Vous avez rappelé en introduction les différentes étapes de prise de conscience collective des enjeux environnementaux et des transitions nécessaires pour les affronter. Je pense que s'il y a une chose qu'on a apprise collectivement dans les dernières décennies sur ces enjeux environnementaux, c'est qu'ils exigeaient aussi une vision systémique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les simplifier, les prendre par un bout en disant on va faire la finance verte et tout va aller bien, on va électrifier tout le parc automobile et on aura réussi. On voit bien qu'il faut construire ensemble une vision systémique d'un système en déséquilibre et puis le rediriger vers un autre point d'équilibre qui soit soutenable dans le temps. Alors, qu'est-ce que l'école polytechnique vient faire là-dedans ? Je pense qu'on a la chance en France d'avoir justement ces objets un peu exotiques dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, que sont ces écoles d'ingénieurs, et qui ont profondément ancré, parce que la plupart sont nés au lendemain de la Révolution, dans l'esprit des Lumières, cette vision globale de la science par la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que les élèves à la Polytechnique ils continuent à faire des maths, de la physique, mais aussi de l'économie, de la biologie, de l'informatique, du sport, de la philosophie, des langues. Donc on est dans un idéal assez proche du savant du XVIIIe siècle, qui est un atout pour moi fondamental pour construire cette vision systémique. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On s'appuie sur ces fondamentaux et évidemment on renforce les enseignements transverses sur ces questions de transition et d'enjeux environnementaux. Hier avait lieu la première séquence d'un nouveau cours qui s'appelle Engineering Sustainability, dans lesquels 8 départements scientifiques ont collaboré, de l'économie jusqu'à la biologie, pour donner cette vision d'ensemble, d'interdépendance et de complexité réelle sur la transition environnementale. C'est un changement de paradigme, parce que l'académisme français et international d'ailleurs est très segmenté en disciplines. Et les cursus universitaires internationaux spécialisent très vite les élèves vers une discipline dans lesquels ils excellent, et ça forme de très bons spécialistes. Je pense que la chance qu'on a, grâce à nos écoles d'ingénieurs, et j'ai la faiblesse de le penser grâce à Polytechnique aussi, c'est d'avoir cette culture de la pluridisciplinarité, de la vision de la complexité, qui peuvent nous permettre
de repenser un système, de réinventer un modèle de société sur tous les plans. Et alors juste, parce qu'on parlait de transformation, d'utilité, de coopération, on pourrait parler aussi d'esprit critique, de créativité, ce qu'on appelle des soft skills. François Dubé, vous nous direz si vous y croyez à cette notion de soft skills. Quel rôle, quelle place ça prend dans le recrutement des ingénieurs et dans leur formation? Alors moi, je vais me prononcer sur leur formation parce que c'est là aussi une des originalités qui peut être parfois perçue comme un exotisme de l'école polytechnique. Nos élèves, pour les ressortissants français, sont sous statut militaire, mais on accueille également énormément d'étudiants internationaux qui bénéficient de la même formation humaine et militaire. Dès qu'ils arrivent sur le campus, on accueille de nouvelles promotions vendredi, ils vont commencer par leur formation militaire et humaine initiale. Qu'est-ce que ça apporte au-delà d'un bel uniforme et de l'honneur de défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet? C'est d'abord d'être immédiatement plongé dans un collectif. On n'est plus du jour au lendemain, on est un étudiant qui cherche à optimiser ses performances au concours, etc. Et puis le lendemain, on est une partie d'un tout. On est au service d'un collectif, on n'est pas forcément dans sa zone de confort, parce que les missions qu'on nous confie, les tâches qu'on nous demande de réaliser, ce n'est pas forcément des maths et de la physique, mais on se met au service de quelque chose qui nous dépasse. Moi, je crois beaucoup, c'est vraiment la colonne vertébrale de nos élèves et de nos diplômés, que d'avoir vécu cette expérience collective et d'être sorti finalement de ses intérêts particuliers dès le début de ce cursus, pour se mettre au service de quelque chose de plus grand. Et dans l'exercice du défilé du 14 juillet, qui peut être vu comme un peu caricatural, quand on sait que c'est des jeunes gens extrêmement doués en maths et en physique, qui n'ont pas vocation à tous devenir militaires, moi je suis toujours bluffée par la performance, qui est une performance collective. On ne sort pas du défilé du 14 juillet en disant « il a été super bon celui au milieu du 3e rang ». Ils sont bons ensemble, ou ils sont mauvais ensemble. Eh bien, c'est ça qu'on apprend aussi en termes de soft skills à l'école polytechnique. Alors François Dubé, du coup, j'ai envie de vous demander, vous êtes un spécialiste des questions d'éducation, vous avez beaucoup exploré les inégalités scolaires. Est-ce que le système français, et notamment la fabrique des dirigeants, la formation des dirigeants, il permet de façonner ces leaders dont on est un peu en train de brosser le portrait robot là? Pas vraiment. Pas vraiment. Je pense toujours à une vieille recherche qui comparait l'industrie automobile française et allemande dans les années 70 et qui montrait que les ouvriers allemands étaient bien payés, les ingénieurs allemands pas très bien payés et qu'il n'y avait pas de contremaître. En France, les ouvriers français étaient mal payés, les ingénieurs très bien payés et il y avait une armée de contremaîtres entre les deux parce que la distance était considérable entre les écoles d'ingénieurs et la formation professionnelle au rabais, pour dire les choses. Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais la France se caractérise par le fait que les diplômes ont une formidable emprise sur l'entrée dans les carrières professionnelles et que donc la manière dont l'école a le monopole du tri des individus a un impact. Alors, évidemment, dans les très grandes écoles, les très bonnes grandes écoles, on va développer les soft skills, mais après quelques années de bagne en prépa, où c'est le contraire. C'est la lutte pour la vie, c'est chacun pour soi, plus l'héritage familial. Ce qui est quand même un peu décevant, c'est qu'on a ouvert considérablement les portes du système éducatif et qu'au bout du compte, la distillation fractionnée n'a pas vraiment changé les choses, sauf que tout le monde est tenu de jouer. Et ça, c'est un changement considérable. Donc, la production des élites n'a pas tellement changé. Ce qui a changé, c'est que les autres sont tenus d'accéder à des formations académiques qui sont la plupart du temps très éloignées des compétences professionnelles et des soft skills. Je rappelle qu'un étudiant sur 2 qui quitte l'université aura une activité professionnelle qui n'a aucun rapport avec sa formation et il aura le sentiment d'être déclassé parce que pour occuper le même job que sa mère ou que son père, il aura fait 3 ou 4 ans d'études de plus. Et les vaincus, parce que je crois qu'un système ne se juge pas sur la production des élites, il se juge sur ce qu'il fait aux autres, ce qu'il fait aux vaincus. Et les vaincus, eux, ont le sentiment d'être humiliés, maltraités,
je vais vous dire rapidement comment ils votent, si vous ne l'avez pas deviné. Voilà. Dans les années 80, les ouvriers votaient à gauche, ils votent plus, ils votent plus comme ça, parce qu'ils ont ce ressentiment contre les élites, contre une école qui les a humiliés. Donc, il faut bien comprendre que notre système, qui a des qualités, je veux dire, les ingénieurs sont excellents, les médecins sont formidables, etc., etc. Mais c'est les vainqueurs du système. Et donc, vous avez des gens qui rentrent dans la vie professionnelle en ayant le sentiment que tous leurs investissements académiques, au fond, n'ont servi à rien, et d'autres qui ont, je vais être excessif, d'autres qui pensent, au fond, qu'ils sont nuls. Et les autres pensent qu'ils sont nuls. Parce que nous sommes une société qui a donné à l'école, pour des raisons que vous avez suggérées, la Révolution française, etc., qui a donné à l'école le monopole de la réussite légitime. Au fond, réussir par l'école, c'est toujours digne. Réussir autrement, c'est vaguement suspect. Bon. Et l'école, ces applaudissements me gênent parce que je ne suis pas sûr qu'on pense à la même chose. Mais bon, ce que je voudrais dire, c'est que l'enjeu aujourd'hui, c'est probablement de diversifier les formes du mérite scolaire et de la valeur et de faire que tout ne soit pas joué, on dit à 20 ans, mais en fait, tout est joué à 12 ans. Tout est joué très, très précocement. Aujourd'hui, vous avez des gamins qui rentrent au CP qui ont 500 mots de vocabulaire de plus que leurs petits copains. Je peux vous dire qui fera Polytechnique et qui ne sera même pas que ça existe. Et qui détestera le polytechnicien, d'ailleurs. Donc, qui méprisera celui qui ne sait pas lire. Bon. Donc, je crois que c'est un enjeu tout à fait essentiel, pas tellement en termes d'égalité d'accès aux élites, mais de faire que le mode de production des compétences ne soit plus si, comment dirais-je, rigidement académique qu'il est, et que d'une certaine façon, on a beaucoup aimé les Jeux Olympiques, un des charmes du sport, c'est qu'on rejoue le match. À l'école, on ne rejoue jamais un match. Quand on a perdu, c'est fini. On ne remet pas. Donc, je crois qu'il faut avoir cette obsession de la multiplication des formes d'excellence, etc. Et on pourrait le penser moi, je viens d'une fac de médecine. Je reste étonné qu'il soit impossible pour une infirmière qui a 20 ans d'expérience de devenir médecin généraliste. Voilà. Justement, Roux, vous êtes le président de Singa Global, donc vous avez une vision mondiale de ces choses-là. Est-ce que vous partagez le constat que vient de dresser François Dubé sur le fait que, s'agissant des dirigeants, tout est figé beaucoup trop tôt, qu'on est dans des couloirs de nage? Est-ce que vous partagez ce constat s'agissant de la France? Et est-ce que vous pourriez nous donner peut-être 2 ou 3 exemples de recrutement et de diversification du recrutement des dirigeants dans d'autres pays ou dans d'autres contextes? C'est vrai que dans le cas de la France, on est dans un cas assez extrême de demande de l'excellence aux dirigeants et un trajectoire très même monolithique de parcours de vie. Dans les autres pays, mon expérience personnelle, quand on a dans un CV plusieurs expériences ou de compétences différentes, dans les autres cultures, c'est perçu comme de richesse. Ici, moi quand je suis arrivé en Iran et quand j'envoyais des CV, non, en fait, tu vas gommer toutes les autres choses que tu as fait. Et ça, en fait, ça fabrique les gens et les dirigeants qui sont évidemment hyper performants sur un secteur, mais parfois complètement à côté de la plaque de beaucoup d'autres choses. Et quand on dirige une organisation, surtout des entreprises ou des gouvernements, en fait, c'est très multi-aspect. Il faut pouvoir, en fait, même capter des choses qui sont autour de moi. Et quand j'ai pas, en fait, formé et même
d'être persécuté parce que j'ai appris beaucoup d'autres choses. En tant qu'un économiste, je sais jouer du piano, par exemple, et que je fais des concerts de jazz, par exemple. Là, ça, il faut que je cache. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a un décalage. Et moi, après la France, jusqu'à maintenant, moi, je pense qu'avec cette capacité de former des dirigeants assez performants sur plusieurs aspects, mais là, le monde où on vit aujourd'hui ne permet plus d'être seulement isolé sur ce type d'éducation. Donc, il faut s'adapter à un monde. Et pour vous donner quelques exemples, un peu partout dans le monde, la politique de ce qu'on dit en fait de quotas marche vraiment. Moi, je donne en fait quelques exemples en Iran. Je viens de l'Iran. Dans la partie politique où j'étais, donc j'étais activiste politique, prisonnier politique. À un moment donné, il y a 20 ans, on a décidé dans notre mouvement politique de poser 30% de place minimum pour les dirigeants politiques femmes. Ça a donné ce résultat parce qu'aujourd'hui, et ça c'était vraiment lunaire quand on a dit ça. Déjà, au départ, ça n'a pas été traduit comme une faveur qu'on est en train de faire. Ça a été traduit comme une correction d'une injustice qui existait. Et donc, au lieu de quotas, on utilise en fait la politique de justice. Je ne sais pas comment traduire en français, mais je peux dire justice correctionnelle, corrective ou réparative. En fait, on répare quelque chose. C'est pas en faveur qu'on fait, parce qu'en fait, on a eu tort. Et là, dans les élections présidentielles, vous avez vu en fait ce qui s'est passé, le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran. Ces femmes fortes qui ont impressionné l'Iran. Aujourd'hui, moi, je suis fier d'être iranien. Parce qu'avant 2022-2021, on connaissait l'Iran par ses pistaches, par ses tapis. Aujourd'hui, on les connaît par ses femmes. Et ça, en fait, c'est le fruit de mouvements des femmes en Iran qui ont pris la place et les hommes qui les ont suivis. Ou alors, un dernier exemple, aux États-Unis, au début des années 2000, il y a une politique de représentation. Donc, représentation, c'est super important. Et donc, on voit dans les séries télévisées américaines jusqu'à 16 fois de plus d'un ou une juge noire. Alors que ce n'est pas la réalité. On sait, en fait, c'est un pays où un juge n'avait pas, une personne noire n'avait pas l'autorisation de s'asseoir sur un banc de bus et partager la même bus. Mais ce qui traduit aujourd'hui un ancien président noir, une potentielle présidente noire aux États-Unis, parce que ça demande en fait une préparation culturelle. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Roland Lescure. Donc, Roland, vous êtes ministre de l'Industrie, vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale, en même temps ou successivement? Comment... Allez, je vais répondre à côté. Je déteste les politiques qui répondent à côté, mais celle-là, je vais répondre à côté. Je suis surtout là parce que j'adore les universités d'été de l'économie de demain. Je viens tous les ans et je m'étais dit, si je suis invité, que ministre ou pas ministre, député ou pas député ou simple citoyen, je reviendrai parce que je pense que c'est un événement intéressant. Je pense que les intervenants viennent de montrer ce que je pense doit avant tout faire un leader quand il essaye de bien leader, de bien diriger, c'est de savoir bien s'entourer de gens divers. Si on avait eu sur la scène 4 personnes ou 5 qui avaient fait la même chose, qui avaient la même formation, la même expérience et le même job, je pense qu'on serait tous pas mal ennuyés. Et là, on a vu sur un sujet particulier, avec 4 angles différents, au fond, la lumière apparaître. Et la lumière a dit quoi pour moi? Avant de faire de la politique, j'ai travaillé dans l'entreprise, j'en ai dirigé quelques-unes. C'est qu'un bon leader, dans un monde hyper complexe, et les sujets d'environnement sont particulièrement complexes aujourd'hui, il doit bien s'entourer. Il doit s'entourer de gens, ça a été dit, qui sont bons dans leur verticale. Mais lui, surtout, la question, c'est est-ce qu'il est bon en horizontal, c'est-à-dire qu'il est bon à piloter tout ça. Il ne doit surtout pas
uniquement s'entourer de gens qui savent tout sur tout, mais aussi de gens qui savent fabriquer, de gens qui savent vendre, de gens qui ont eu des expériences internationales, culturelles ou formatrices de manière différente. Et il doit, dans 80%, 90% des cas, les laisser décider et les amener lui à décider en fonction de ce qu'ils amènent. Alors ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne doit pas trancher ou décider seul, mais moi il y a un bouquin de leadership que j'adore. Je pense qu'il est épuisé, mais on doit pouvoir le trouver en anglais. C'est le biographe de Nelson Mandela, Richard Stengel, qui était rédacteur en chef du Time, qui à 25 ans a écrit la biographie de Nelson Mandela. Il y a pire comme chose à faire à 25 ans. Et 20 ans plus tard, il a écrit un bouquin sur ce que lui avait appris le fait de côtoyer Mandela sur le leadership. Donc ça s'appelle 15 leçons de vie, d'amour et de courage. Donc il y en a 15. Et il y en a 2 qui m'intéressent sur ce qu'on dit là. Il dit, dans la plupart du temps, Nelson Mandela, il dirigeait de l'arrière. He was leading from the back. Il avait ses collaborateurs, ses copains, ses militants, ses coprisonniers, avec lesquels, ensemble, ils étaient capables de construire une décision qui l'amenait lui à l'incarner, mais qui au fond n'était pas la sienne, qui était celle des autres. Et puis de temps en temps, he was leading from the front, et ça c'est quand il a décidé de négocier la fin de l'apartheid avec de Klerk, il ne l'a même pas partagé avec ses collaborateurs. Tout ça pour dire que dans la plupart du temps, un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable d'intégrer la complexité du monde et de savoir surtout ce qu'il ne sait pas et de s'entourer des gens d'où qu'ils viennent qui vont l'aider à savoir ce qu'il ne sait pas. Mais du coup, puisque vous parlez de Nelson Mandela, qui est une grande figure politique, je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie de faire un trait d'union avec la situation politique actuelle. On a parlé de coopération, d'humilité, de capacité à forger des compromis, à écouter, à s'entourer de personnes diverses. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, Roland, dans les opérations de formation du gouvernement, que nos dirigeants politiques réunissent ces qualités ? Question un peu malicieuse. Le piège. Ouais, on va parler de leadership dans l'entreprise. C'est ça, viens, ça va être sympa. Et puis là, boum. Non mais, bon. Moi, je suis député des Français d'Amérique du Nord. Et donc, pendant ma campagne, j'étais à Boston pour rencontrer les Français d'Amérique du Nord. Et il s'avère que j'ai rencontré Jacinda Ardern, qui est l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande, que vous connaissez sans doute, qui était une leader, je pense, exceptionnelle, qui l'a montré à la fois dans la manière dont elle a mené son pays dans des moments très difficiles, la Covid, l'attentat de Christchurch, qui, je pense, a aussi été un exemple de leadership quand elle a décidé d'arrêter. Et on a bu un café et je lui ai dit « il faut que tu me parles de ce que c'est que construire une coalition, parce que nous, on ne sait pas faire. » Et elle m'a donné 4 leçons. Elle me dit « si tu n'as pas les 4 conditions, il n'y aura pas de coalition. » La première, c'est de savoir quel est l'objectif d'une coalition. Et je dis coalition, on va dire une manière de gouverner en tout cas qui va nous permettre de gérer la France. La première, c'était, il faut savoir quel est l'objectif de cette coalition. Et elle me dit, c'est pas moi qui le dis, c'est très simple. Ça doit être de gérer, de voter un budget et d'éviter la censure. Pour le reste, on a le droit de ne pas être d'accord sur plein de choses. Et le Parlement votera ce qu'il doit voter. Mais si on n'est pas capable de voter un budget et de laisser le gouvernement gouverner, ce n'est pas la peine. La deuxième condition, c'est qui fait quoi. Il faut se mettre d'accord non seulement sur le Premier ministre ou la Première ministre, mais aussi sur l'ensemble du casting gouvernemental. La troisième, c'est de mon point de vue la plus importante, il faut se mettre d'accord l'un et l'autre sur le fait que si on travaille ensemble, moi il y a des choses que je ne peux pas concéder parce que ceux qui m'ont élu ne sont pas d'accord. Et de la même manière, toi, si tu arrives et qu'on négocie tous les deux, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles tu as élu, sur lesquelles tu ne peux pas concéder. Exemple au hasard, la réforme des retraites. Bon, nous, on l'a portée, on y croit, on est extrêmement convaincus que c'est la bonne, et on a face à nous des gens qui pensent que la retraite à 60 ans, c'est ce qu'il faut faire. Si on négocie un accord de gouvernement, quelle forme que ça prend, en disant c'est 60 ans ou rien, ou 62, désolé, c'est 64 ou rien, on n'avancera pas. Donc il faut arriver à trouver des chemins qui ne nous éloignent pas de notre base qui nous a élus, mais qui sont capables de trouver des compromis. Puis le quatrième point, c'est de régler les problèmes et de savoir surtout comment tu règles les problèmes quand il y en aura. Parce qu'elle me dit, des problèmes, il y en aura, tu ne les connais pas, mais il faut avoir un processus. Mais sur la troisième condition, aujourd'hui,
Dans la salle, je pense qu'il y a 80% des gens qui travaillent dans l'entreprise. Est-ce que vous avez déjà négocié dans l'entreprise avec quelqu'un qui était d'accord avec vous sur tout? Non. Parce que sinon, vous ne négociez pas. Donc aujourd'hui, et je me mets dans la, enfin, je nous mets dans la sauce, hein, je ne veux surtout pas donner des leçons à qui que ce soit. Je considère que malgré une situation parlementaire qui devrait conduire à négocier et conduire à trouver des compromis, on a une classe politique dans son ensemble, sans doute pas aussi mature que dans d'autres pays qui ont l'habitude de le faire depuis des années, qui n'est pas prête à négocier avec des gens qui ne sont pas d'accord avec eux sur tout. Et je pense que c'est vraiment un sujet de leadership. Ce n'est pas uniquement un sujet politique, c'est même pas uniquement un sujet de mode de gouvernance, même si on sait bien que le mode de gouvernance à la française, ça a été dit, c'est quand même très pyramidal, et en général, c'est les chefs qui décident et tout le monde suit. Mais je pense que c'est un enjeu de culture et de leadership. Et un enjeu culturel, du coup. Donc, du coup, on va aborder ces aspects-là, puisqu'on va parler aussi des compétences. Céline, j'avais envie de vous demander, justement, en lien avec ça, est-ce que, parce que vous êtes une directrice générale, donc vous êtes amené à recruter des gens, c'est quoi votre grille de recrutement, en quelque sorte? Qu'est-ce que vous attendez de vos collaborateurs, en particulier ceux qui sont dans des fonctions de direction? Et est-ce que, au fil du temps, vous avez changé votre regard là-dessus? Et puis, je voudrais faire le lien avec une question qui a été posée et qui a été plébiscitée aussi par le public. Comment évaluer la performance des dirigeants sur la base d'autres indicateurs que les simples indicateurs? Alors, il y avait écrit KPIs, hein, donc pour ceux qui ne sont pas trop familiers de ce langage, donc des indicateurs qui ne sont pas simplement des indicateurs financiers. Comment on mesure ça? Moi, je crois que fondamentalement, avoir des KPI sur des mesures très complémentaires et complètes, ça marche très bien, en fait. Donc, on en parlait tout à l'heure, tous les KPI extra-financiers sur les chemins d'environnement sont absolument importants. On doit pouvoir mesurer, on doit pouvoir se fixer des objectifs clairs et mesurer le chemin. Je pense que c'est absolument, et pour la diversité, vous en parliez, je pense que c'est tout à fait vrai aussi. Donc, et juste pour vous donner un exemple, pour en revenir au leadership, maintenant, là, dans quelques semaines, je vais être moi-même évaluée par mon équipe sur mes qualités de leadership, donc sur des soft skills et des hard skills. Et ça va faire partie de ma rémunération. Donc voilà, donc ça c'est voilà, des exemples de KPIs qui sont au service d'un intérêt plus grand que simplement la performance économique de l'entreprise. Parce que finalement, la performance de l'entreprise, elle est dépendante de tous ces autres domaines et c'est absolument fondamental. Et quant aux nouvelles compétences dont on a besoin pour les équipes, voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites, mais clairement, l'agilité, la capacité à gérer de la complexité, c'est extrêmement important. L'empathie au service de l'écoute. La capacité à avoir vraiment accepter des avis divergents, c'est très important. Moi, quelque chose que je demande beaucoup aux équipes, d'ailleurs tous mes comités de direction commencent par ça, c'est la place à l'intuition. Je leur demande quels sont les signaux faibles. Qu'est-ce que vous ressentez comme signaux faibles? C'est le premier sujet de nos codires, une fois par mois, de faire un tour de table sur les signaux faibles que chacun ressent. Donc voilà, je pense que plus que jamais, la diversité de points de vue, la diversité d'origine, vraiment veiller à avoir des seniors, vraiment veiller au sujet du handicap. Voilà, c'est typiquement un sujet qu'on doit mesurer. On a cette saine contrainte d'être à plus de 6%, c'est le cas chez L'Oréal. J'ai des usines qui sont à 10%. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur et je crois typiquement que c'est des choses qu'on doit mesurer. Donc la diversité, veiller à la diversité des recrutements, des profils internationaux. Voilà, il faut de la différence et il faut accepter la divergence. Moi, je crois que plus que jamais, il y a une vérité dans des gens qui sont contradictoires. Il faut entendre la contradiction. Il faut parfois agree to disagree, comme on dit en anglais. Ça ne veut pas dire qu'on va changer d'avis, mais entendre des voix dissonantes, entendre la divergence, c'est absolument critique, parce qu'encore une fois, il n'y a pas qu'une seule vérité. Et il faut vraiment, plus que jamais, savoir s'adapter. Voilà. Donc, c'est toutes ces compétences, au-delà des compétences techniques, hein, qui sont aussi très importantes. Et bien heureusement qu'on a de grandes écoles qui forment de grands ingénieurs sur des compétences très techniques qui sont éminemment importantes, mais voilà, il y a tous ces autres skills qu'on doit pouvoir mettre des mots dessus, savoir les mesurer et savoir plus que jamais, s'il y a un mot qu'il faut retenir de tout ça, c'est la diversité de ces compétences et de ces profils.
Laura, je crois que vous vouliez réagir déjà tout à l'heure, donc je ne veux pas vous priver de cette occasion. Oui, merci David. Non, je voulais réagir à vos deux interventions pour dire que peut-être surprise générale, mais je suis d'accord avec tout ce que vous dites. C'est-à-dire que la France a fait le choix de la connaissance et donc de l'école comme moyen d'émancipation individuelle, collectif, au lendemain de la Révolution. Et c'est tout à fait noble, mais c'est devenu l'unique voie d'émancipation, voie de réussite, et en plus dans un modèle extrêmement uniforme. Je partage exactement ce que vous avez dit sur de ne jamais pouvoir rejouer le match dans le système scolaire actuel. Pour moi, ça ne remet pas en cause l'utilité d'une école comme l'école polytechnique. En revanche, il ne faut pas que ce soit la seule source, ni pour la haute fonction publique, ni pour les cadres dirigeants dans les entreprises, et là, ni que ce soit une voie qui ne tienne plus sa promesse républicaine. Et je vous rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, c'est en partie vrai. C'est-à-dire que l'école polytechnique est placée au bout d'un système scolaire qui ne tient plus la promesse d'une possibilité d'émancipation individuelle pour toutes les classes sociales. Alors il y a une question. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y travailler. Hein. Il y a une question un peu polémique sur le fil qui disait bon, l'école polytechnique, comme toute grande école d'ingénieur, elle est en lien avec des partenaires financiers, industriels, etc. Vous avez un agenda climatique qui est très volontariste. Comment vous faites pour travailler ou comment vous discutez avec des partenaires dont on pourrait penser qu'ils ne sont peut-être pas aussi volontaristes sur ces questions-là? Je crois que tout le monde voit à peu près... Alors d'abord, je vais vous donner quelques faits. Les ressources des entreprises à l'école polytechnique, ça représente moins de 10% du budget. Donc d'abord, en gardant notre indépendance. Ensuite, en gardant notre intégrité scientifique. Et enfin, je considère que ça fait partie intégrante de notre mission que d'être aux côtés des acteurs économiques français et européens qui ont entre les mains les leviers les plus forts pour rediriger nos moyens de production, pour rediriger notre industrie. Donc ce serait facile de dire qu'une école comme Polytechnique ne travaille pas avec telle ou telle entreprise parce qu'elle juge son orientation environnementale pas assez rapide, pas assez franche, etc. Je pense que ça fait partie intrinsèque des missions d'une école comme l'école Polytechnique, d'être aux côtés de ces acteurs sur les sujets scientifiques. Et c'est d'ailleurs sur des sujets scientifiques de transition que nous collaborons avec ces acteurs en toute indépendance. Et peut-être que je veux juste, pour rebondir sur ce point et apporter un éclairage en tant qu'entreprise, et on a aussi une mission où on doit veiller au monde académique. En tant qu'entreprise, on a besoin de collaborateurs bien formés, on a besoin de participer aussi à l'élévation intellectuelle du pays. Pour donner un exemple de ça, moi je suis très fière d'avoir contribué à travers L'Oréal à rapprocher l'Institut Polytechnique, donc les Polytechniques et ses écoles d'appli, avec HEC, pour vraiment développer un centre de recherche commun largement, voilà, où certaines entreprises partenaires ont aidé au financement pour lancer ce centre multidisciplinaire et qui maintenant a gagné un grand mécénat de France 2030, enfin une participation de France 2030 qui va permettre vraiment d'en changer d'échelle. Là, pour moi, c'est le meilleur du rapprochement entre le monde de l'entreprise, le monde académique et des sujets stratégiques portés par France 2030. Peut-être deux mots là-dessus, parce que là, vous êtes vraiment au cœur de ce qui m'a animé depuis 2 ans. Donc moi, je suis encore un peu ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Et quand j'ai été nommé ministre de l'Industrie, on a fait un séminaire avec mon équipe et on s'est dit, ça va être quoi notre marque? Et on s'est dit, en fait, on doit être les ministres de la transition environnementale de l'industrie et de l'accélération de la lutte contre le réchauffement climatique. Et on va le faire comment? On s'est dit, on va le faire en travaillant avec les entreprises. Et on a signé 50 contrats de décarbonation avec les 50 plus gros pollueurs de France. Les 50 usines qui émettent le plus de gaz à effet de serre, et donc des horreurs qui n'auraient évidemment, selon certains, aucun droit de citer chez Polytechnique ou ailleurs, des usines, des aciéries, des métalleries, des raffineries, des cimenteries, qui à elles seules, 50 sites, représentent 60% des émissions de l'industrie française. Et on les a reçus à l'Élysée avec le président de la République et on leur a dit
Banco, nous on est prêt à faire un deal avec vous, à négocier. On est prêt à vous aider à décarboner à condition que vous accélériez le mouvement et que vous fassiez 50% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et 100% d'ici 2050. Et on a négocié 50 contrats avec ces 50 entreprises, on les a signés, et dans le cadre de France 2030, on est en train, et j'espère que quoi qu'il arrive, le gouvernement suivant continuera à le faire, parce que pour moi, c'est un exemple de ce qu'on doit faire, dans une logique donnant-donnant, gagnant-gagnant, de contrat, non pas de coercition, et non pas non plus de laisser faire très libéral, mais de dire on va contractualiser la logique de subvention de la décarbonation dans une logique responsabilisant les entreprises. Et du coup, je pense que des entreprises que certains considèrent comme étant cause du problème sont en fait en train de devenir la solution. Et devinez quoi ? Ils ont plus de facilité à accueillir des nouveaux ingénieurs, à attirer des jeunes, y compris apprentis ouvriers, qui préfèrent travailler dans une boîte qui dépollue que dans une boîte qui pollue. Et on trouve un espèce de cercle vertueux qui est très présent ici depuis 7 ans, mais qui ne l'est pas toujours dans l'autre université d'été, où, au fond, l'intérêt général rejoint l'intérêt des entreprises et l'intérêt des salariés. Oui, c'est une sorte de troisième voie, ni contrainte, ni laisser aller, c'est le contrat. François Dubé, il y a une question sur le chat là, qui, à mon avis, est pour vous. Je vais vous la lire textuellement. Hein. 6 générations pour sortir de la pauvreté, on fait quoi quand on n'a pas d'argent pour briser le plafond de verre ? Bon, écoutez, je crois qu'il faut bien comprendre qu'on a changé de conception de la justice sociale. On parle d'élargir le recrutement des élites, de la diversité, etc., ce que j'approuve énormément. Mais il faut se rappeler que l'essentiel des inégalités, ce n'est pas l'inégalité des chances, c'est l'inégalité des positions sociales. Et qu'en France, on a accéléré l'égalité des chances quand on a réduit les inégalités de position sociale. Or, nous sommes aujourd'hui dans un modèle qui aurait tendance à oublier les inégalités de position sociale en disant la justice, c'est que les pauvres aient le droit et la même chance de devenir riches que les autres. Ce qui est évidemment une blague, d'une part, statistiquement c'est peu vraisemblable, et d'autre part, c'est une manière de justifier des inégalités. Je vais donner un exemple très simple. Les Français sont convaincus qu'il y a peu de mobilité sociale en France, les Américains sont convaincus qu'il y en a beaucoup chez eux. En réalité, il y a plus de mobilité sociale en France qu'aux États-Unis, parce que les inégalités sociales sont plus faibles en France qu'aux États-Unis, mais les Français supportent moins les inégalités sociales que les Américains, parce qu'ils sont convaincus, eux, qu'ils peuvent réussir tous en trouvant une épingle dans une rue de New York, comme Rockefeller. Bon, donc, je crois qu'il faut quand même, évidemment, être très sensible à la diversité, à l'ouverture, ça va de soi. Mais on a aujourd'hui des travaux qui montrent, par exemple, que l'accès des Afro-Américains à la bourgeoisie, pour parler de manière grossière, c'est-à-dire ils sont avocats, ils sont juges, ils sont médecins, etc., a dégradé le sort moyen des Afro-Américains. Parce que les élites du monde afro-américain se sont cassées et les autres sont enfoncés. Idem pour les femmes. Les femmes accèdent à des milliers de postes et c'est parfait. Mais la situation moyenne des femmes s'est dégradée parce que celles qui n'accèdent pas ont plongé. Donc, faisons très très attention au fait que tout ce que l'on dit, et que j'approuve, évidemment, il faut diversifier, ouvrir, etc., ne soit pas, au fond, une machine à oublier le vieux truc des inégalités sociales, le vieux machin, le truc qui nous saute à la figure avec 40% d'électeurs pour des partis peu sympathiques, avec des émeutes, avec etc., etc. Donc, faisons très attention. Si dans le collège difficile, vous sortez les meilleurs élèves pour les faire rentrer à Sciences Po, c'est parfait pour eux. Mais si les autres, vous les confiez uniquement à la police, vous allez le payer extrêmement cher et vous n'êtes pas sûr que ceux qui rentreront à Sciences Po seront plus sympathiques que les autres, par ailleurs. Donc, non, mais j'insiste beaucoup là-dessus. Pardonnez-moi, ça fait très vieux machin. Mais je suis tellement sensible au fait qu'on a basculé notre conception de la justice vers une autre
qu'il ne faut pas oublier que la conception de la justice que nous avons aujourd'hui, l'ouverture, la diversité, qui est incontestable, a une forme de violence pour ceux qui n'ont pas assez de mérite pour en faire partie. Voilà. Roux, ça vous inspire quoi, cette réflexion, notamment cet exemple très frappant que prenait François sur le fait que l'accès d'une toute petite fraction des Afro-Américains à la bourgeoisie se traduit parfois par une dégradation du sort moyen des populations afro-américaines? C'est des choses que vous avez constatées ou Ça, en fait, je ne peux pas dire autrement parce qu'en fait, ce sont une réalité. Mais ce qui est le plus important, en fait, ce qui est important à regarder, c'est que je partage l'analyse et je partage l'alerte très importante parce qu'en fait, si on n'est pas un changement systémique, en fait, c'est toute la différence entre l'intégration et l'inclusion. C'est-à-dire qu'en fait, on intègre certaines personnes dans le vieux système et que les autres sont exclus. Et une différence de l'intégration est nécessaire, mais en fait, l'inclusion va plus loin. Et moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, dans beaucoup de temps, on les confond. L'intégration, c'est, en fait, si je simplifie, viens danser. On est à un cours de danse, une piste de danse, et on te dit, en fait, toi aussi, tu peux venir. L'inclusion, c'est qu'en fait, tu peux danser avec nous aussi. Et qu'en fait, il n'y a pas seulement, en fait, et là, c'est de empowerment, c'est de laisser la personne de participer dans la gouvernance et l'accès au pouvoir, et pas seulement, en fait, une personne, c'est un sort de personnes, des communautés, des gens qui ne sont pas, si en fait la société garde son structure bourgeoisie et les autres, en fait, oui, c'est vrai, en fait, on crée une bourgeoisie des autres classes. Seulement, en fait, je veux finir par quelque chose qui marque en fait la différence en fait culturelle, c'est que pour parler d'une leadership française, européenne, dans le monde actuel. L'élément essentiel, qu'est-ce qui différencie, aujourd'hui je peux dire nous les Européens, même si je ne suis pas né en Europe, par rapport au monde. Est-ce qu'on est plus performant aujourd'hui? Non, on n'est pas plus performant. Est-ce qu'on est plus nombreux? Non. Est-ce qu'on a plus d'accès aux ressources? Non. Il y a quelque chose qui nous différencie, c'est un héritage philosophique, culturel et civilisation qui est l'humanité et l'humanisme. Et c'est notre attachement à ça. C'est là où on peut faire une différence quand on négocie, quand on invente, quand on innove. Et quand je dis ça, c'est pas seulement en fait un concept abstrait, mais qui traduisent dans le droit, l'état de droit, en fait, la démocratie et tout. Ça, c'est important, mais ce qui manque aujourd'hui, les Européens, à la fois à l'intérieur, mais aussi à l'international, c'est la culture de partage. À la fois à l'intérieur, aujourd'hui, la manière dont l'Europe s'est organisée, moi je parle un leadership collectif, c'est une délégation des principautés. La manière dont on voit, en fait, quand on est un Indien, un Chinois, et Trump a dit ça, en fait, face à face, en fait, c'est on nous perçoit comme des délégations des principautés européennes qui viennent, en fait, mais il n'y a pas une structure. Parce qu'on ne veut pas partager notre gouvernance, on ne veut pas partager notre budget, on ne veut pas partager notre technologie, et on ne veut ni partager ça avec nous, les pays européens, ni avec les autres. Et donc, ça crée beaucoup de crises sociales en interne, crise d'immigration, crise écologique, et le manque de cette culture de partage nous paralyse pour répondre à la fois à nos crises sociaux, mais aussi en interne, mais les crises planétaires.
Ben, ça fait le lien justement avec notre dernière séquence, puisqu'on a beaucoup parlé de leadership individuel. On va se dire quelques mots de la gouvernance et du partage des responsabilités en entreprise. Alors peut-être... Oui, je fais une petite incursion quand on arrive à la fin du temps. Moi, ce que je vous propose, c'est que pour nous, les propositions sont importantes. David, tu peux peut-être très rapidement parler des propositions. Ensuite, chacun en choisit une et donne son avis sur la proposition qu'il préfère. Est-ce qu'elles s'affichent, les propositions? Bien sûr, elles vont s'afficher. Et je vais faire voter le public en même temps. Comme ça, on peut clôturer dans 5 minutes. Alors, Voilà. David va vous les expliquer. Mais là, vous le savez, on co-construit avec vous aujourd'hui et on poussera ces propositions sur le terrain avec tous les membres du collectif et tous les entrepreneurs, donc Change Now, le CJD, les déterminés pour n'en citer que quelques-uns. Et donc, on a 3 propositions. Voilà, donc c'est évidemment la partie émergée de l'iceberg du travail qu'on met Exactement. depuis plusieurs mois au sein du mouvement Impact France sur l'évolution de la gouvernance pour répondre aux enjeux qu'on a abordés aujourd'hui. Donc dans les 3 propositions, 25% de salariés représentés dans les conseils d'administration des ETI et des grandes entreprises. Donc là, on se rapproche de ce qu'on appelle le modèle nordique. Deuxième proposition, démocratiser l'actionnariat salarié en ouvrant à l'ensemble des salariés les plans d'achat d'actions. Et puis troisième proposition, c'est en cours d'une certaine manière, enfin, il y a des choses, adopter le CETU, donc le congé épargne-temps universel. Voilà, donc n'hésitez pas à voter là-dessus. Moi, je voulais peut-être faire réagir en deux, vraiment très rapidement, Céline et Roland. Très simplement. Voilà. Connectez-vous à Slide avec le QR code. La régie peut jeter peut-être le QR code pour permettre aux gens d'atterrir, voilà, scanner, voter pour la proposition et les intervenants réagissent en direct. Céline, peut-être juste sur cette pratique du collectif, peut-être quelques mots sur ce que vous faites vous et la façon dont vous voyez les choses. Et puis Roland, vous conclurez si vous en êtes d'accord. Oui, un exemple simple, et j'ai vu que ça répondait à ça, il y avait une question sur ce sujet-là, comment faire participer le collectif. Pour moi, la clé, c'est hyper important parce que c'est vraiment l'intelligence collective qu'il faut absolument déployer et mettre en marche. Pour un exemple très simple, c'est par exemple d'élargir nos comités de direction à des N-2, N-3 clés dans l'organisation sur du problem solving. Et la semaine prochaine, c'est exactement ce qu'on va faire. J'ai 2 jours consacrés à du problem solving sur des choses très concrètes et on est allé chercher différentes strates de l'organisation. Ça a 2 mérites. 1, ça rend les propositions beaucoup plus pertinentes et concrètes et 2, ça permet leur déploiement beaucoup plus rapide parce que du coup, les personnes qui vont les déployer sont déjà participateurs, participent au solutionnement du problème en question. Roland, peut-être Très rapidement, je pense qu'il y a 5 ans ou 6 ans, j'étais ici et j'étais rapporteur général de la loi Pacte. Et je m'étais fait un peu bousculer en disant tout ça va pas assez loin, etc. Et c'est sans doute le cas. Mais dans la loi Pacte, on a fait un peu plus du 1 et un peu plus du 2. C'est-à-dire qu'on a doublé le nombre de salariés dans les conseils d'administration et on a favorisé l'actionnariat salarié, de mon point de vue, pas assez. Donc moi, je vote 2. Pourquoi ? Parce que souvent dans l'entreprise, quand ça va bien, c'est pour les actionnaires, puis quand ça va mal, c'est contre les salariés, puisque les PSE, les licenciements, les pertes d'emploi sont souvent, ou les absences d'augmentation, essentiellement quand même portées par les salariés. Démocratiser l'actionnariat salarié, c'est aligner les intérêts quand ça va bien et quand ça va mal. C'est-à-dire que quand ça va bien, évidemment, les salariés en profitent. C'est contribuer à ce qu'il soit plus présent dans la gouvernance. Parce que s'il y a 10, 15, 20% du capital d'une entreprise qui est détenu par les salariés, voire même 100%, on a sauvé Duralex récemment, qui est désormais une SCOP qui est détenue par 100%, évidemment, l'impact sur la gouvernance, l'impact sur les décisions stratégiques est plus important. Et puis surtout, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que le capitalisme, son grand défaut, c'est le court-termisme. C'est le fait que les actionnaires, qui sont souvent des actionnaires sur les marchés, ont tendance à juger la performance d'une entreprise dans ce qu'elle fait au mois ou au trimestre, ou au maximum à l'année, et pas dans ce qu'elle fait sur 3, 5 ou 10 ans. Et les salariés, souvent, ils sont attachés à l'avenir à long terme de l'entreprise. Et donc, ils permettent, eux aussi, d'allonger l'horizon des dirigeants. Donc, moi, je vote 2 à fond, parce que ça permet quand même de régler aussi en grande partie le sujet de 1. Bon, moi, je regrette personnellement que le compte épargne-temps universel ait si peu de succès. Mais je vous remercie quand même 1000 fois d'être venu partager vos convictions. Merci pour votre écoute aussi. C'était un horaire un peu compliqué. Mais encore merci. Et puis les échanges se poursuivent. Il y a le jeu des questions-réponses.
Merci beaucoup, David, Roland Lescure, Ruth Savard, Laura Chaubard, Céline Brucker et François Dubet d'avoir accepté notre invitation. C'est la pause déjeuner.